Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, avec aujourd'hui un dossier consacré au TP Mazembe. Au programme également de cette émission, nouvel attentat en Tunisie. Mardi, un bus de la sécurité présidentielle a explosé, faisant au moins 13 victimes. Et en République démocratique du Congo, 45 organisations de la société civile se sont réunies pour évoquer le dialogue national proposé par le président Joseph Kabila. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Malik Achar, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. La Tunisie, de nouveau frappée par un attentat mardi. Un bus de la sécurité présidentielle a explosé, faisant au moins 13 victimes. L'organisation terroriste État islamique a revendiqué l'attaque. Les autorités tunisiennes, de leur côté, ont décrété l'état d'urgence. Aloun Guindo. Nouvel attentat sur le sol tunisien. Dans l'après-midi du 24 novembre 2015, un bus de la sécurité présidentielle tunisienne a explosé sur l'avenue Mohamed V, non loin du ministère de la Défense. Une attaque dans le cœur de la capitale tunisienne et dans laquelle au moins 13 personnes ont perdu la vie. Une trentaine d'autres ont été blessées. L'état d'urgence sur l'ensemble du territoire tunisien ainsi qu'un couvre-feu de 21h à 5h du matin et pour une durée de 30 jours ont été instaurés. Le bras de la félonie s'est encore abattu sur la Tunisie pour tenter d'ébranler sa sécurité et sa stabilité. Face à cette situation tragique, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée nationale, j'ai décrété l'état d'urgence pour une durée de 30 jours conformément à la loi, avec un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le Conseil supérieur de la sécurité nationale se réunira demain, 25 novembre à 10h, pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à cette situation. Les instigateurs ont voulu semer la terreur dans nos cœurs, mais c'est bientôt nous qui sèmerons la terreur chez eux. Nous sommes en guerre contre la terreur et nous y ferons face avec tous les moyens humains et matériels. Un attentat contre le corps d'élite rattaché à la présidence de la République qui, bien que n'ayant pas encore été revendiqué, revêt, selon les observateurs, un caractère hautement symbolique. Tout le pays est meurtri, mais avec encore plus une volonté de combattre la volonté de tuer la Tunisie pour une volonté de vivre et de refuser la culture de la mort, la culture de résignation. Les attentats représentent plutôt une attaque contre l'État indépendant, l'État progressiste, l'État tout court. L'attentat du 24 novembre est le troisième commis en Tunisie depuis le début de l'année 2015, après ceux du musée du Bardo à Tunis et de la station balnéaire de Sousse. Face à la menace terroriste, le Conseil de sécurité nationale, présidé par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, est réuni d'urgence depuis mercredi 25 novembre au matin. Objectif, renforcer les mesures de sécurité sur toute l'étendue du territoire tunisien. Malik, pourquoi la Tunisie est-elle encore une fois dans le viseur de l'État islamique ? Parce que l'État islamique, justement, ou Daesh plutôt, veut étendre son influence. Daesh bénéficie aujourd'hui d'un territoire comme la Libye, très vaste, où il peut mener des actions justement dans la bande sahélo-sahélienne et dans le Maghreb. Donc la question qui se pose, c'est que doit-on faire maintenant pour détruire le terrorisme en Afrique du Nord? Et je pense que la solution, c'est l'amélioration de la sécurité en Libye, parce que si on continue comme cela, les attaques ne vont pas cesser. On voit la situation qui existe en Égypte. Mais la différence, c'est que là, l'État tunisien vient de poser ses premiers fondements d'un État démocratique et c'est ça qui a été visé par Daesh. Mais je suis, je pense, optimiste pour l'avenir parce que les États de la région seront forcés à coopérer, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, parce que sinon, le terrorisme, lui, réussira à s'étendre de plus en plus. Et la Tunisie a deux fronts sécuritaires à résoudre. On sait qu'il y a une activité terroriste, notamment dans les monts Chambi, qui sont situés à la frontière algérienne, au sud-ouest de la Tunisie. Et vous avez justement, comme je vous l'ai dit précédemment, l'étendue libyenne. Parce que Daesh n'est pas seulement au sud de la Libye, il est aussi au nord, à l'est, à l'ouest, il est partout. Et je pense qu'il faut vraiment prendre cette menace au sérieux. Je pense que le terrorisme ne vaincra pas en Tunisie, bien évidemment, parce qu'il y a maintenant
très, très tard, mais une conscience internationale à ce sujet, parce qu'un des pays occidentaux a été visé, la France en l'occurrence. Donc oui, il y aura, je pense, une riposte qui va être menée par les États de la région. Maintenant, il faudra que l'Algérie sorte un peu pas de sa léthargie, parce qu'elle fait beaucoup dans la lutte contre le terrorisme, mais il faudra qu'elle s'associe avec l'Égypte notamment, qui est une autre puissance de la région, pour voir les voies et les moyens de détruire l'hydre terroriste. Parce qu'il faut savoir que dans cette région, il n'y a pas que Daesh, il y a Al-Mourabitoun et d'autres phalanges qui émanaient d'Al-Qaïda au Maghreb. Donc le combat est long, mais les Tunisiens, eux, ont cette capacité de résilience, parce que cette idéologie ne se confondra pas avec l'esprit des Tunisiens qui ont un islam qui n'est pas celui prôné par les terroristes. Jean-Marie, lors des attentats du musée du Bardo et à Sousse, c'est le secteur du tourisme qui était clairement visé. Là, il s'agit de la garde présidentielle. C'est une attaque contre l'un des symboles de l'État. Tout à fait, comme Malik vient de le dire, là-dessus, Fanny, c'est clairement une attaque, si vous voulez, contre le mouvement démocratique qui s'est déjà installé en Tunisie. Donc nous avons vu que précédemment, tous ces attentats-là, c'est-à-dire cherchent à toucher tous les secteurs clés, si vous voulez, du pays. Donc c'est une déstabilisation générale qui est recherchée, à savoir que on essaye de faire tomber l'économie, de mettre complètement l'économie par terre. Maintenant, on s'attaque aux institutions. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un message qui est envoyé à l'extérieur, où on fait comprendre aux gens qu'aujourd'hui, la Tunisie n'est pas un pays stable, l'instabilité politique entraînant l'instabilité économique. Donc à partir de là, c'est le pays qui souffre. Je voudrais revenir sur un point tout à l'heure là sur lequel Malik était, qui est très très important, c'est la coopération régionale, si vous voulez, du terrorisme. Vous avez un État qui est déjà relativement bien expérimenté là-dessus, qui est l'Algérie. Malik, l'analyse était relativement bien posée, à savoir que vous avez deux États qui sont forts, à savoir l'Algérie qui a déjà une expérience depuis des années. Aujourd'hui, il faudrait quand même que l'Afrique se serve de nos expériences pour qu'on puisse mettre en place des coopérations, si vous voulez, interrégionales qui soient efficaces, dans la mesure où vous avez le retour d'expérience d'un pays comme l'Algérie n'est pas négligeable, parce que l'Algérie, depuis les années 80, avec le GIA, l'État islamique d'ailleurs dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire à commencer dans les montagnes, si vous voulez, d'Alger. Donc à partir de là, que faudrait-il faire? La seule chose à faire, c'est d'essayer. Pour l'instant, on n'arrive pas à éradiquer, à stabiliser la situation, si vous voulez, en Libye, mais je pense que les solutions pourraient être retrouvées avec une coopération internationale beaucoup plus profonde et beaucoup plus élargie, en procédant à un partage d'expériences avec les services secrets, par exemple, de la Tunisie, avec les services secrets de l'Algérie, pour essayer de trouver des solutions qui puissent faire en sorte que ce serait plutôt de la prévention à ce niveau-là, pour éviter, si vous voulez, nous arrivons à des actes comme celui-là. C'est pas évident, mais je pense qu'il est nécessaire de mettre en place, si vous voulez, ces prémices-là. Merci. Dans l'actualité également en République démocratique du Congo, 45 organisations de la société civile se sont réunies pendant 2 jours à Kinshasa. Un forum pour évoquer le dialogue national proposé par le président Joseph Kabila. Il a aussi été question du processus électoral. Lisa Siakizimana. La société civile de la République démocratique du Congo souhaite jouer un rôle important pendant la période préélectorale. 45 organisations de la société civile se sont réunies du 24 au 25 novembre 2015 à Kinshasa, la capitale. Objectif, définir le rôle de la société civile dans le contexte préélectoral. Il s'agissait, entre autres, d'une occasion pour parler du dialogue national qu'envisage le président Joseph Kabila et du processus électoral à venir. Le travail que l'on fait également vise à anticiper certaines dérives. Au fond, pour nous, la société civile jouerait le rôle de sonnette d'alarme, eu égard à un certain nombre de dérives qui peuvent se constater tout au long du processus. Les participants ont réaffirmé leur attachement à la Constitution et aux lois de la République. À l'issue de ces 2 jours de réflexion, ils ont dressé une série de demandes, parmi elles celle de la libération des prisonniers politiques et du respect de la Constitution. Dans la société congolaise de la RDC, la société civile est un partenaire. Alors, tout dépendra effectivement de mobilisation des uns et des autres et de l'option qui sera présentée devant. S'il s'agit tout simplement des questions d'intendance, on peut espérer que cette société civile peut peser de tout son poids dans un sens ou dans un autre. Alors, s'il s'agit de modifier la Constitution, là aussi, on risque de voir une société civile qui s'oppose
Et une société civile éventuellement qui peut dire oui, vous comprenez, la Constitution peut être révisée sans qu'il y ait mort d'homme, etc. Lors de son Conseil des ministres extraordinaire de ce mardi 24 novembre 2015, le président Joseph Kabila a reparlé de sa volonté de lancer le dialogue national, une initiative que plusieurs partis de l'opposition rejettent. Selon eux, ce forum risque de favoriser le glissement du mandat présidentiel qui devra prendre fin en novembre 2016. Le G7, groupe des 7 partis exclus de la majorité présidentielle en septembre 2015, a également annoncé qu'il ne prendra pas part à ce dialogue. Rappelons que la date de la tenue de ce dernier n'est pas encore fixée. Daouda, toutes les organisations de la société civile ne sont pas d'accord sur la participation ou non à ce dialogue national. Est-ce que cette société civile a intérêt à participer à ce dialogue? Oui, moi je pense qu'un dialogue national est toujours positif. On peut soupçonner, hein, c'est ce que soupçonne d'ailleurs l'opposition, quelques manœuvres de la part du président Joseph Kabila, effectivement, mais même si c'est le cas, je pense qu'il faut quand même venir autour de la table pour que plus tard, qu'on ne puisse pas dire bon ben voilà, on n'a pas pu trouver une solution vraiment parce que ils ont été appelés autour de la table pour dialoguer sur les questions d'intérêt national et qu'il y en a qui n'ont pas voulu venir. Donc je pense que ça c'est un élément important. On peut aller à la table de négociation tout en ayant des conditions. C'est-à-dire, on ne revient pas, par exemple, sur la limitation des mandats. Le président Kabila a dit qu'il ne se représenterait pas et qu'il n'a pas l'intention de modifier, en tout cas, la Constitution pour briguer un 3e mandat. Donc, quitte à demander plus de garanties sur ce point-là, parce que c'est principalement le point qui en tout cas, crée une sorte de méfiance dans le jeu politique en RDC. Donc voilà, moi je pense qu'il faut quand même dialoguer avec des garanties qu'il faut imposer à l'avance, mais ne pas dialoguer ou boycotter des élections. On sait que ça n'a jamais été une solution. Et pour finir, je dirais simplement que moi j'ai l'impression en tout cas que la RDC est en train de traverser de vivre un moment important qui sera historique dans l'histoire du pays, puisque depuis 2006, bon, d'ailleurs après la guerre de la RDC, c'est Joseph Kabila qui est là depuis, et pour la première fois, on va peut-être changer de président parce que théoriquement, il n'a pas le droit de se représenter, donc c'est une période cruciale. Alors justement, Malik, quel type de garantie peut apporter le pouvoir pour que ce dialogue national ait lieu, sachant que la société civile reste méfiante, mais aussi le groupe qu'on appelle maintenant le G7, le groupe des 7 partis qui se sont désolidarisés de la majorité présidentielle? Difficile à déterminer parce que justement on ne sait pas les objectifs du pouvoir. On a des bruits qui courent comme quoi Joseph Kabila ne se représenterait pas, mais je ne suis pas sûr que c'est forcément ce qu'il veut. D'ailleurs, des proches de Joseph Kabila ont déjà parfois fait savoir qu'il était prêt à une autre élection et pourquoi pas une modification de la Constitution. Donc c'est un climat assez tendu. Au contraire, le pouvoir devrait s'évertuer à poser carte sur table et à s'engager véritablement. Là, le forum qui vient d'avoir lieu, c'est une bonne chose et Daouda a raison. Je pense que toutes les parties de la société civile doivent participer et même si elles ne sont pas forcément d'accord sur les bases du forum, venir et dire voilà, nous ce qu'on propose, quelles sont nos solutions. Donc effectivement, moi j'espère qu'on aura le scénario du Nigeria, parce qu'on ne s'attendait pas à une alternance démocratique au Nigeria. Et finalement, Mahamadou Buhari a été élu et a succédé à Goodluck Jonathan. Donc je ne verrai pas pourquoi la société civile de la RDC n'aurait pas cette chance de voir au moins une alternance au pouvoir, même si c'est le même parti, au moins un changement de personne. Si les élections sont crédibles, pourquoi pas avoir au moins un changement de personnalité à la tête de l'État de la RDC. Merci, nous avons marqué une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.